Je vous remercie d'être là. L'école de formation, qu'est-ce que c'est? C'est un temps qu'on a voulu organiser de façon régulière. C'est la 27e séance ce soir. Gérard était d'ailleurs déjà intervenu. J'avais eu le plaisir d'introduire son propos la dernière fois sur le droit du travail déjà à l'époque. Mais l'actualité nous oblige à renouveler cet exercice et à le concrétiser un petit peu plus par rapport à ce qui est l'enjeu qui va sans doute nous occuper dans les semaines qui viennent. Pourquoi il va nous occuper cet enjeu? Parce qu'au-delà de la question qui est posée par le gouvernement, faut-il une réforme du droit du travail? Encore faut-il s'entendre sur ce que c'est qu'une réforme du droit du travail et qui ne correspond en rien à ce que le gouvernement a laissé commencer à filtrer dans le débat public à travers l'avant-projet de loi qui a été présenté au Conseil d'État il y a plus d'un mois maintenant et qui aujourd'hui recoupe pas mal d'éléments qui sont des éléments d'opposition forte, frontale, avec ce qu'on a défendu depuis plusieurs années en matière de droit du travail et en matière de réforme du droit du travail. Parce qu'encore une fois, on galvanise les mots, on les vide de leur sens. Une réforme, c'est pas ça. Une réforme, c'est pas une régression. Une réforme, c'est pas quelque chose qui a vocation à reprendre les arguments du patronat et c'est sans doute pas une action politique qui va déboucher sur plus de précarité, plus de concurrence entre les individus qui constituent le marché du travail. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on soit à l'offensive et donc pas dans une posture défensive de ce que sont des acquis sociaux, bien évidemment, seulement, mais être en capacité de démontrer pourquoi nous sommes favorables à de nouveaux droits et pourquoi nous sommes opposés à ce que le gouvernement nous propose aujourd'hui. Donc je remercie Gérard d'être avec nous ce soir et surtout qu'il vient, donc, comme il le disait à l'instant, de nous représenter vaillamment au sein du Bureau national du Parti socialiste. Cette séance, elle devrait s'interrompre parce que nous avons des obligations de salle à 21h30. Donc ce que je propose, c'est que Gérard puisse introduire, comme on le fait à chaque fois, à travers un propos d'une 3/4 d'heure, 1 heure maximum, qu'il puisse vous donner un certain nombre d'éléments de connaissance, de compréhension de l'enjeu, et puis qu'ensuite on ait un échange aussi d'une petite demi-heure, puisque le temps va très vite passer, pour que vous puissiez aussi poser des questions, demander des précisions, faire part aussi de vos interrogations, de vos désaccords, avec ce que dira Gérard, je ne pense pas, mais avec ce qui se passe dans le débat public sans doute plus. En tout cas, que vous ayez la capacité de vous armer, puisqu'il s'agit aussi peut-être de l'actualité, de prendre un peu les armes idéologiques, j'ai envie de dire, les armes politiques, pour se faire entendre dans les mois qui viennent, et ne pas se laisser piéger par ce faux débat qui consiste à dire qu'il faut absolument réduire le nombre de pages du Code du travail. Tout cela est complètement erroné de ce point de vue-là, et je pense qu'il faut qu'on soit en capacité d'échanger un maximum d'arguments, sachant que bien évidemment les premières échéances vont venir très vite. Mercredi, il y a la mobilisation à l'appel des organisations de jeunesse et si ma mémoire est bonne, de 7 centrales syndicales. Sans doute qu'on aura d'ici là des éléments sur les premières discussions qui ont eu lieu aujourd'hui avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Et puis bien évidemment le 31 mars qui pourrait être, on l'espère, un deuxième temps de mobilisation, on l'espère encore plus large que celui de mercredi, pour justement faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens s'approprient cette discussion, ne se laissent pas abattre par le sentiment voilà, il faut absolument faire cette réforme, parce que vous comprenez, rien n'a été fait vraiment jusqu'ici, donc voilà, il faut absolument casser le droit du travail pour avancer. Non, c'est pas notre conception des choses. À toi Gérard pour cette intervention attendue. Merci Dylan, bonjour à toutes et à tous. D'abord, il n'y avait aucune demande dans le pays pour cette loi. Aucun syndicat ne l'avait demandé, pas de pétition en faveur d'une loi. Et il y avait déjà eu 2 lois depuis le début du quinquennat, celle qui était issue de l'ANI, de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, c'est la loi Sapin, 14 juin 2013, et il y avait une deuxième loi, Macron, le 8 août 2015, et même une troisième, puisque Rebsamen a été différencié le 17 août 2015. Donc il y avait déjà des lois. Pourquoi en faire encore une autre dans la fin du... Il n'y avait pas d'impératif, il n'y avait pas de demande. Le seul qui a hurlé, c'est Gattaz, qui a dit au mois d'août, le Code du travail est l'ennemi numéro 1 des patrons. C'est la seule pression qui soit manifestée, visiblement, pour toucher au Code du travail. Laurent Berger, que je cite rarement, a dit quand même hier que c'est la première fois depuis 3 ans qu'on ne lui avait pas présenté une loi avant qu'elle soit sortie au Conseil d'État. Il était mis devant le fait accompli. Il n'y a pas eu de concertation non plus. Ensuite, le Code a déjà été réécrit. Je sais qu'il y a une mémoire de poisson rouge dans le pays à propos du Code du travail.
Mais le Code du travail a été réécrit entièrement de 2004 à 2008 par ordonnance. L'ordonnance date de décembre 2004, hein, c'était Larcher. Larcher avait dit, il y en a assez que de ces ayatollahs de la Cour de cassation qui donnent des interprétations salafistes des temps forts du Code du travail. Et je cite par mémoire, c'était le 15 mars 2005 qu'il a dit ça. La commission de réécriture a travaillé pendant 2 ans ou 3 ans. Chirac avait promulgué le nouveau Code du travail en pleine campagne présidentielle sans que personne s'y intéresse. C'était le 17 mars 2007. Et c'était venu au Sénat le 23 septembre 2007. Les sénateurs avaient reçu 994 pages, format A4 la veille au soir, et avaient adopté le nouveau code en 20 minutes. C'était arrivé à l'Assemblée nationale le 4 décembre 2007. Moi, je me battais comme inspecteur du travail en activité contre chaque transformation qu'il y avait dans le code. Il faut dire qu'ils ont enlevé à ce moment-là 10% du code. 1 500 000 signes. Il y avait 9 livres, ils ont enlevé un des 9 livres. Il y avait 1150 lois, ils en ont supprimé 500. Puis les 500 restantes, ils les ont redécoupées alinéa par alinéa en 3850 lois. Ce qui fait que c'était compliqué après pour les spécialistes de pouvoir retravailler. Le gars qui avait fait la préface du Dalloz dans l'été 2007 avait dit « Il faudra des mois, voire des années pour que le nouveau code révèle tous ses secrets. » S'il savait quelque chose, c'est lui qui l'avait écrit. Il avait terminé en disant « Ce sera un effort colossal pour les usagers. » Mais quand ils avaient fini tout ça, ce qui avait rencontré une résistance de notre parti socialiste, puisque les députés s'étaient battus dans la nuit du 4 décembre 2007 pendant 8 heures, pour empêcher que ça soit adopté. Ils avaient défendu 150 amendements que j'avais écrits d'ailleurs à l'époque, pour réintégrer du droit ancien dans le droit nouveau, et ils avaient été battus parce qu'il y avait une assemblée UMP majoritaire qui avait donc imposé, et le Conseil constitutionnel le 13 janvier 2008 avait validé. Tout ça a été rentré en vigueur le 1er mai 2008, et la droite s'était écriée « Bravo, le code est simplifié, c'est bon pour le travail, ça va faire de l'emploi, il est plus lisible, il est moins gros », et ils avaient crié « Victoire ». On est en 2008, évidemment, ça n'avait aucun effet. La preuve du pudding, c'est quand on le mange, on l'a mangé une fois, on veut nous le refaire manger une deuxième fois pour vérifier que ça n'a aucun effet. L'OCDE dit clairement, Martine Aubry le citait tout à l'heure, et je l'écoutais avec joie, l'OCDE dit clairement qu'il n'y a aucun rapport entre l'emploi et les codes du travail, que le droit du travail est maintenant plus rigide en Allemagne qu'en France, qu'ils ont renforcé les contrôles sur les licenciements et qui s'apprête à le faire encore, et qu'on ne voit pas, quand il y a eu des réformes soi-disant en Espagne, soi-disant en Italie, aucun effet sur l'emploi. Et de toute façon, la loi Sapin, la loi Macron, la loi Macron elle est en vigueur depuis 9 mois, mais l'autre elle est en vigueur depuis 2 ans, elle s'appelait sécurisation de l'emploi, et depuis qu'elle est sortie sous le nom de sécurisation de l'emploi, on a environ 1 million de chômeurs de plus. Donc les choses sont très nettes. Il n'y a pas de rapport entre la déréglementation et l'emploi. Moi, j'ai la position inverse. C'est-à-dire qu'il faut réglementer pour faire de l'emploi. Si vous voulez de l'emploi, il faut des lois, il faut encadrer, il faut des horaires, il faut les surveiller, il faut que les heures sup soient payées, il faut contrôler le travail dissimulé, et il faut organiser le partage du temps de travail entre tout le monde. Comment le partage du temps de travail ? Ben oui, de toute façon, le travail est partagé. Forcément partagé. Soit il est partagé de façon sauvage, 6 millions de chômeurs et 6 millions de gens qui travaillent 45 heures, soit il est partagé de façon civilisée, et alors on dit qu'on va vers 32 heures et 30 heures et on partage. Mais ceux qui disent on ne partage pas le travail sont des absolus extraplanétaires. Le travail est forcément partagé, sauvagement ou de façon civilisée. Alors le droit du travail doit veiller à le partager. Quelle est l'origine du droit du travail ? C'est justement la réduction du temps de travail. Le docteur Villermé, 1840, il fait un rapport sur l'état physique et mental des ouvriers en les fabriques, qui travaillent 15 heures, 16 heures ou 17 heures par jour, les femmes et les enfants inclus, et qui meurent au travail. Le docteur Villermé dit, après avoir fait son étude, il fait une conclusion, il dit « il faut travailler moins ». L'histoire du Code du travail et l'histoire de la réduction du temps de travail. Il faut 80 ans pour passer de la journée de 17 heures à la journée de 10 heures. 1919, 1920 dans les textes. Il faut 70 ans pour passer de la semaine de 40 heures à la semaine de 35 heures. Et je vais toujours remarquer aux gens qui disent qu'il ne faut pas réduire la durée du travail, ça ne sert à rien, que c'est en réduisant la durée du travail qu'on s'en est sorti, puisqu'en 1936, on avait 9 millions de salariés. En 2002, on en avait 18 millions.
En 1936, la productivité était en 5-6 fois, on ne sait pas dire, inférieure à celle de 2002. Et puis, le salaire et le pouvoir d'achat, autant probablement, on a du mal à mesurer, mais autant. Ce qui fait qu'on a travaillé moins, en produisant plus, en doublant le nombre de salariés et en gagnant plus. Ça a marché pendant 70 ans, malgré une guerre mondiale et 2 guerres coloniales. Qu'est-ce qui empêche que ça marche aujourd'hui? Qu'est-ce qui impose de faire tourner la roue de l'histoire à l'envers? Et donc c'est là que le premier élément s'atteint, c'est qu'on ne voit pas pourquoi cette loi veut maintenant nous faire travailler 10 heures par jour ou 12 heures, puisque maintenant c'est ça qui est possible par accord d'entreprise, ou qu'on peut nous faire travailler 60 heures par accord d'entreprise. S'il y a du boulot pour 60 heures et pour 12 heures, pourquoi on a du chômage? Ça ne tient pas une seule seconde. Et donc en conséquence, sur la durée du travail, cette loi déréglemente des choses qui ont mis 1 siècle et demi pour être acquises, y compris le repos quotidien. Puisque le repos quotidien est en théorie de 11 heures, c'est même une durée européenne. Dans l'Europe, l'UE 15, en fait l'UE 14 parce que la Grande-Bretagne s'est mise à l'écart, mais c'est une durée pour protéger la santé des gens, et c'est une durée insuffisante, puisqu'elle n'inclut pas le temps de transport. Donc en vérité, la bataille initiale de nos aînés, nous ne l'avons pas encore réalisée, c'était 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Et qu'on ne me dise pas qu'il faut analyser ça, le corps humain ne vit pas l'année. Dans la loi El Khomri, tenez-vous bien, ce n'est pas une annualisation, c'est tous les 3 ans qu'on va compter la durée du travail. C'est une tri-annualisation. Et ça, j'étais déjà contre l'annualisation au moment de la loi d'Aubry. Aubry, d'ailleurs, elle a répété tout à l'heure, et je disais non, parce qu'on part du besoin des humains. Et là, on touche à une question essentielle. Pourquoi est né le Code? Pour adapter les entreprises aux besoins des humains. Pas pour adapter les humains aux besoins des entreprises. Tout tient là-dedans. Ça commence en 1906, puisque c'est la catastrophe de Courrières, je la cite toujours, et que la catastrophe de Courrières, c'est dans le Pas-de-Calais, 1099 morts. Et le patron, il est comme Gattaz aujourd'hui, il dit reprenez le boulot tout de suite, fauteur, parce que sinon le charbon polonais va arriver, et sinon j'ai plus de sous, je vous mets à la porte. Et les gens reprennent le boulot, à l'époque il n'y a pas BFM Télé et tout ça, et au bout de 12 jours, 13 jours, ils vont trouver 13 et 14 survivants. Ils avaient arrêté les recherches. Mais l'émotion est telle que c'est à ce moment-là qu'on crée le ministère du Travail. Le ministère du Travail est créé pour résister aux exigences du ministère de l'Économie. Il faisait du l'anti-Macron avant l'heure. Bon. Et en vérité, tout le code du travail a été édifié ensuite avec cette perception. De façon chaotique, selon les grèves, 1920, 1936, 1945, 1968, 1980, 82, les lois Auroux, les lois Aubry, etc. Mais tout le code du travail est perçu comme la défense de l'humain par rapport aux exigences productivistes. Voilà. Donc on met des barrières, des protections, des défenses, des interdits, des limites, etc. pour que l'exigence de l'entreprise ne puisse pas attaquer la vie des humains, hommes et femmes au travail. Et c'est pour ça que le droit du travail, il faut l'apprécier, et on ne le fait pas assez souvent, c'est un droit de l'homme. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est la Déclaration des droits humains fondamentale de la Charte européenne de 1999. C'est les conventions internationales du travail de l'OIT. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, parce que l'Organisation internationale du travail, quel est son esprit, son essence? Je ne vais pas vous parler de la Charte de Philadelphie en détail. Je vous conseille un bon article de Suppiot là-dessus. Mais quel est le fond? C'est qu'on veut que ça soit un droit universel pour protéger les humains. On ne veut pas que ça se négocie boutique par boutique. On ne veut pas que ça se négocie entreprise par entreprise. On ne veut pas qu'on dise, attends, l'humain dans cette petite boîte, il va travailler plus que dans l'autre. On sait que les humains ont les mêmes exigences, la même biologie, les mêmes aspirations à vivre, et donc on constitue un droit pour les protéger de la productivité, de la rentabilité, de la compétitivité, des cadences, etc. C'est ça le droit du travail. Alors, en quoi c'est une contre-révolution, la loi El Khomri? Je dis la loi El Khomri parce que tout à l'heure, elle a dit c'est ma loi, je veux qu'elle porte mon nom. Je suis intervenu, mais je n'étais pas le seul, je suis intervenu en disant que Myriam, tu veux que cette loi porte ton nom, tu es très courageuse. Et je n'ai pas été le seul à relever ça.
Qu'est-ce qu'elle dit? Elle met, le premier article dit les droits et libertés fondamentales soumis au bon fonctionnement des entreprises. Tout est dans l'article 1. C'est pour ça qu'il faut le retrait. Vous ne discutez pas, c'est deux philosophies différentes. Celle de l'exploitation, du capitalisme et celle du socialisme, de la défense des humains au travail. C'est deux philosophies carrées, séparées. Et c'est ça qui était d'ailleurs en débat au Bureau national. Elle a eu comme soutien, je suis parti avant la fin, elle n'avait pas encore répondu, mais elle a eu comme soutien que Le Guen et Henri Weber. Mais sinon, les 14 interventions auxquelles j'ai assisté étaient évidemment contre elle. Et je peux parier, j'ai vu la liste des inscrits, il y avait 23, 24 interventions, que toutes les autres étaient contre elle. Donc elle se prenait évidemment. C'est même le Parti socialiste ne peut pas. Il défend. Il a jamais été contre la dernière recodification. Mais le centenaire du Code du travail en 2010, le Parti socialiste faisait un communiqué pour attaquer la droite qui attaquait le Code. Le projet socialiste en 2011 était pour reconstruire le Code du travail contre ce que la droite lui avait déjà fait reculer. Donc en vérité, jamais le Parti socialiste a discuté de ça. Ça vient d'en haut, de l'Élysée, des financiers, de Jouyet, de Macron, de Valls. Et ça s'impose puissamment, violemment, contre tous nos acquis. Alors après, j'ai dit la durée du travail, j'ai dit c'est le droit des humains, c'est un droit universel, c'est pas un droit de boutique. Et ensuite, après, la façon dont ça s'organise est quelque chose de stupéfiant, parce que dans le droit du travail actuel, jusqu'à aujourd'hui, il y a un ordre public social. Les lois de la République l'emportent dans l'entreprise. C'est l'état de droit dans l'entreprise. Chacun de mes mots est vachement important. L'état de droit. Ou alors, ça n'est plus l'état de droit, c'est une négociation contractuelle, de gré à gré, qui se substitue à l'ordre public social, aux lois de la République, et le marché et les exigences quotidiennes du marché et du fonctionnement de l'entreprise l'emportent sur ce qui est l'ordre public social. Je me répète, parce qu'en fait, c'est la même philosophie avec des mots différents à laquelle je fais allusion, et vous regardez le texte de Combrexel, parce que le paradoxe, c'est que celui qui nous fait manger le pudding pour la deuxième fois s'appelle Jean-Denis Combrexel, c'est lui qui avait fait la première recodification sous la droite, et qui a fourgué la deuxième changement de code sous Myriam El Khomri, et Valls et Macron. Et Combrexel, il nous fait maintenant un truc où il y a un ordre public social restreint, j'allais dire volatile, éphémère, non chiffré. Et après, vous avez tout l'espace pour négocier, de gré à gré, individuellement, collectivement, ou même violemment par référendum. Et puis à la fin, vous avez, si à la négociation ne s'est pas fait, ce que j'appelle un ordre social à minima, supplétif, la voiture balai, qui intervient si la négociation n'a pas abouti. Si vous avez du mal à comprendre, prenons par exemple, ça a été déjà fait par plein de fois, mais c'est clair. Par exemple, avant, on disait, vous avez perdu un proche, la loi dit vous avez droit à 3 jours, la convention collective, le contrat, peut améliorer, vous avez droit à 5 jours. Là, ça n'est plus dans l'ordre public social, vous avez droit à un repos si vous perdez un proche, mais il se négocie. Donc le patron peut vous dire, c'est l'après-midi, puis tu reviens. Et si le patron ne négocie pas, alors vous avez une mesure supplétive qui sera prise par décret en vous disant c'est un jour. Vous comprenez les trois niveaux. Et je vous signale que ces 3 niveaux vont aggraver la complexité du droit de façon terrible, puisque ça va se faire par entreprise. Vous avez ce qu'on appelle, ça vous connaissez sans doute, l'inversion de la hiérarchie des normes. Alors je refais toujours, la hiérarchie des normes, c'était avant la loi encadrait un accord éventuel national interprofessionnel qui l'emportait sur l'accord de branche, qui l'emportait sur l'accord d'entreprise. Fillon, le 4 mai 2004, avait commencé à ce qu'un accord d'entreprise puisse déroger à l'accord de branche, qui déroge à l'accord national interprofessionnel, qui déroge à la loi. Mais c'était dans des cas précis et limités. C'est-à-dire que quand la loi le prévoyait. Sinon, la loi l'emportait, et c'était comme ça. Et depuis, le nombre de cas s'est augmenté, et maintenant, ça devient la généralité, c'est-à-dire que l'accord d'entreprise va l'emporter sur la loi et la hiérarchie des sources de droit. C'est comme, moi je prends toujours l'image du sucre dans le fond de la tasse de café, où vous avez encore un petit fond de café, vous avez posé le sucre, vous voyez encore en haut les arêtes blanches de votre morceau de sucre, mais il est en train de fondre par le bas. Voilà.
eh bien vous allez avoir la disparition de leur public social qui petit à petit, dans des accords d'entreprise, va s'éclater. Avec des conséquences terrifiantes. Parce que, par exemple, le taux des heures supplémentaires peut être fixé maintenant, non plus par la loi, ce n'est plus d'ordre public social, mais par la négociation. Donc vous pouvez passer de 25% à 10%, et pire, vous pouvez remplacer la majoration par une compensation, qui peut du coup n'être pas une majoration de salaire, mais d'autres éléments de négociation en temps ou en repos. Et vous négociez ça dans l'entreprise, l'heure supplémentaire, le patron est fortiche avec vous, qui vous menace, vous allez accepter que l'heure supplémentaire soit plus majorée. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la même branche, le patron qui a accepté est à 10%, l'autre qui respecte 25%, vous avez introduit un dumping social entre deux entreprises de la même rue et faisant le même métier. Et donc en vérité, puisque ça n'est plus la branche qui va l'emporter, mais l'accord d'entreprise, si là, dans une entreprise, le gars a réussi à faire céder ses salariés à 10%, l'autre va se précipiter pour qu'il en soit pareil, en disant « mais je ne peux pas faire autrement, il me prend mon marché, il ne paye les autres que 10% ou 0% dans une compensation autre ». Donc vous introduisez, par le biais de la prééminence de l'accord d'entreprise, du renversement de la source du droit, vous introduisez un éclatement total de ce qu'était le droit universel du travail, et vous le ramenez au niveau de l'entreprise, et on va voir plus loin, au niveau des humains. Puisque vous pouvez être amené à signer des accords individuels qui vont emporter, même sur ce qu'il y a comme référence légale dans le préambule qui reste. Je vais prendre un exemple encore plus simple, c'est l'affaire de Smart, parce qu'elle est vraiment une école. Smart de Daimler. Daimler est une entreprise prospère. Le patron de Daimler n'a pas de souci de marge, etc. Tous les actionnaires sont en bonne forme, mais il décide d'exiger que les salariés travaillent 39 heures payées 37 au lieu de 35. Il le fait par référendum, le patron. Il s'appuie sur ses cadres, il gagne le référendum à 56% des voix, bien que les ouvriers, à 62%, refusent évidemment de perdre du salaire de cette façon-là. Les organisations syndicales, CGT et CFDT, refusent. Elles sont majoritaires toutes les deux. Et là, il faut que vous utilisiez bien un argument, c'est que pour être majoritaire dans une entreprise, on ne peut pas le faire avec une faible participation. On est majoritaire quand il y a un quorum. C'est-à-dire quand vous atteignez 50%. Je dis ça parce que ça souligne le fait qu'un syndicat majoritaire est vraiment majoritaire. Ce n'est pas une élection ratée sur un coin de table, etc. S'il n'a pas le quorum, ça ne marche pas. Et par conséquent, les syndicats qui sont majoritaires ont une certaine autorité dans l'entreprise. Ou d'ailleurs, le taux de participation aux élections professionnelles est plus élevé que le taux de participation à d'autres élections. Il est en général de 80%. Donc, le syndicat majoritaire représente. Et là-bas, à Smart, il refuse de signer. Et alors, le patron va voir individuellement chaque salarié, et sous menace de les virer et de délocaliser l'entreprise, obtient individuellement, convoqué dans le bureau, 90% de signatures. Et il n'y a que 10% qui refusent parce que, voilà, les autres ont peur. Et alors, ceci dit, ça ne peut pas marcher toujours comme ça. Alors Myriam El Khomri vient au secours des endroits où ça ne marcherait pas comme ça. Exemple, la FNAC. Et la FNAC, les syndicats majoritaires, élus avec une majorité incontestable, comme je l'ai dit, refusent l'ouverture le dimanche. Et donc là, le patron de la FNAC dit comment je fais. Myriam El Khomri, dans sa loi, donne une réponse. Elle dit les syndicats qui seront minoritaires, à 30%, pourront saisir l'employeur pour organiser un référendum contre la volonté des syndicats majoritaires. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire en termes de bis-bis syndical, et en sachant qu'il s'agit à nouveau d'un référendum, et que la pression sera maximum, avec un pistolet sur la tempe, puis surtout il n'y aura pas de quota. Même avec 20% de votants, si vous avez 12% qui est pour, ils travaillent le dimanche à la FNAC. Donc en vérité, vous avez une manipulation, parce que les médias vous présentent ça en vous disant c'est démocratique, le référendum, le salarié est assez grand, assez mûr, assez sérieux, responsable pour dire ce qu'il pense, c'est pas vrai que le patron l'intimide, etc., etc. Mais si, d'abord, le patron l'intimide, c'était le cas à la Smart, et là, à la FNAC, le patron ne les intimidera pas, mais le système de référendum contre la majorité, c'est quand même
assez rare comme conception, le système de référendum contre la majorité permettra qu'il travaille le dimanche.